donc qui permet de faire sur notre speaker, notre premier speaker du jour. On va avoir donc Thierry Alamas, président donc, de FIMECA, qui est diplômé de l'ENESCACHAN en génie civil, qui a un doctorat en mécanique et matériaux à l'École nationale des ponts et chaussées. Il travaille à FIMECA depuis 2005 comme ingénieur d'études et de recherche, initialement. Et puis, il a obtenu la fonction de président en 2018. Et bah, il reste très impliqué aujourd'hui sur les activités dans le monde de la simulation et des mathématiques appliquées à l'ingénierie, notamment membre de NAFEMS. Il va nous présenter un petit peu l'application appliquée au génie civil qui vient d'une personnalisation dans le sys Workbench. Donc, bienvenue Thierry, et je te laisse la parole. Merci Yvain et bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai la chance donc de diriger FIMECA que je présenterai un petit peu après rapidement. Et l'objet de la présentation, c'est de vous partager un petit peu notre point de vue sur l'apport de ce qui s'appelle l'ACT, donc l'ANSYS Customization Toolkit, en lien avec l'usage d'ANSYS dans Workbench, pour permettre des nouveaux usages de la simulation numérique qui, à notre sens, répondent bien à des besoins qui se font jour aujourd'hui. Voilà. J'espère que tout le monde m'entend bien. La première slide est un peu lente à passer, mais c'était le cas tout à l'heure aussi. Ouais, cette fois, je veux vraiment Il y a un petit décalage, Thierry, peut-être? Thierry, Ouais, ouais. tu dois avoir le contrôle, là. Ah ouais. Voilà, il y a un peu d'inertie, ça y est, c'est parti. Ouais. Ouais, j'espère que ça ne va pas en passer 50. C'est J'ai la plusieurs première fois. fois. Voilà, donc FIMECA, qui a été créé en 2001, donc il y a bientôt 20 ans. Le siège social est en Auvergne, à Clermont-Ferrand. On a également une agence à Paris, depuis peu également une à Annecy, à l'autre extrémité de Rhône-Alpes. On est aujourd'hui une trentaine de personnes, avec un chiffre d'affaires d'un petit peu moins de 2 millions d'euros, qu'il faut compléter par à peu près 15% également de chiffre d'affaires liés à de la R&D, à des activités de R&D financées sur différents programmes de recherche. Et notre mission, celle qu'on se donne, c'est d'aider nos clients à, d'une part, concevoir et dimensionner, d'autre part, exploiter et maintenir leurs produits, leurs structures de façon robuste et fiable. Alors, je reviendrai un petit peu sur ce qu'on met derrière cette notion de robustesse ou de fiabilité. Quoi qu'il en soit, la démarche qu'on essaye de promouvoir, c'est de tirer le meilleur parti de la modélisation physique, d'une part, et des data science, ou plus largement des données disponibles, d'autre part. C'est-à-dire de vraiment puiser toute l'information disponible dans la connaissance physique et dans la connaissance qui peut être issue des données, qu'elles viennent d'essais ou qu'elles viennent de mesures en ligne, puisque maintenant c'est de plus en plus possible. Voilà, combiner ces deux sources d'information. Et pour ça, eh bien notre vision des choses, c'est qu'il faut aller jusqu'à des outils sur mesure, à la portée de tous, disponibles pour l'ingénieur expert comme pour l'ingénieur plus applicatif en bureau d'études. Voilà. Et donc, on accompagne nos clients avec une offre assez variée, composée essentiellement de réalisation d'études, de prestations, mais également un petit peu de développement logiciel. C'est la partie qu'on va présenter un peu plus aujourd'hui, et puis de formation. Alors, je parlais tout à l'heure de robustesse et de fiabilité. Ce petit slide, il est justement pour illustrer ce que je disais sur la notion d'ingénierie robuste qui tire le meilleur parti des différents regards qu'on peut porter sur la physique. Alors, c'est mis là sous l'angle des outils logiciels qui viennent un peu illustrer les différents niveaux de modélisation physique depuis le 0D, 1D jusqu'à la 3D élément fini, avec les approches éléments finis. Et puis, pareil sur le volet données qu'on a trop tendance à oublier avec la vision plus historique, les approches historiques à l'époque où il y avait moins de données, des statistiques classiques, des probabilités, jusqu'au big data dont on entend beaucoup plus parler aujourd'hui
et toute cette science des données. Donc, et notre point de vue à FIMECA, donc comme je disais dans la slide d'introduction, c'est qu'aujourd'hui, pour un ingénieur, pour une ingénierie, si on veut faire les choses sérieusement, eh ben, il faut savoir tirer le meilleur parti de toutes ces approches finalement, en fonction bien sûr du stade du projet où on en est, en fonction des informations réellement disponibles. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de promouvoir et de développer en interne à FIMECA. Alors, les quelques références sur ce slide, simplement pour illustrer qu'on est donc essentiellement impliqué dans des secteurs où il y a des forts enjeux de sûreté, des forts enjeux de sécurité. Voilà, tous ces secteurs-là. Donc, le nucléaire, bien sûr, un peu plus de 50% de notre chiffre d'affaires, l'oil and gas, mais également le transport. De plus en plus aussi, tous les aspects manufacturing sur les problématiques de maintenance, de chaîne de production, et puis naval défense également. Voilà. Beaucoup pour des grands comptes, mais également un certain nombre de PME de la région notamment. Voilà, alors ce slide, je vais passer rapidement. Ça illustre un petit peu les compétences en calcul mécanique, mais en fait, c'est très très large, hein. Vous voyez, on peut retrouver un petit peu l'ensemble des types de calculs méca qui peuvent être faits et donc sur lesquels on peut accompagner aussi bien dans la réalisation d'études que, je dirais, plus dans de l'expertise, du conseil ou de l'accompagnement pour développer justement des automatisations comme ce qu'on va voir. Le pendant de la mécanique des structures, c'est la mécanique des fluides, voilà, où il y a quelques compétences qui sont illustrées également. Et puis, sur la partie maintenance dont je parlais, juste un slide pour illustrer l'approche. À nouveau, c'est un petit peu une redite, mais plus focalisée maintenance, hein. L'idée, quand on va s'intéresser à la durée de vie d'un ouvrage déjà existant, eh ben, ça va être de commencer par faire diagnostic de son état de santé, savoir dans quel état il est aujourd'hui au regard de ce qu'il a déjà vécu et au regard de sa conception initiale. Et pour ça, ben, on va s'appuyer sur les modèles physiques qui parfois ont été faits dès la conception, qui parfois n'ont pas été faits et qu'on va construire à partir d'ASAO ou à partir de mesures sur site, mais aussi à partir des données disponibles, alors que ce soit des données parfois de chargement, parfois de surveillance. Voilà, toutes ces informations-là, elles sont intéressantes et elles permettent de faire finalement le diagnostic comme un médecin, un diagnostic vraiment de l'état de santé structural de l'ouvrage, avant de pouvoir ensuite se projeter. Et à nouveau, pour la partie projection, pour la partie pronostic, on pourra s'appuyer sur toute la phase d'apprentissage qu'il y a eu sur l'ouvrage existant pour mieux se projeter, puisque quand on va faire un pronostic des 10 années qui viennent sur un ouvrage qui existe déjà depuis 20 ans, eh ben, on n'est pas tout à fait comme en phase de conception où on ne sait pas les chargements que va réellement voir l'ouvrage ou que va réellement voir la structure. Voilà. Donc ce serait dommage de se contenter de reconcevoir entre guillemets à l'identique, autant tirer parti de toutes les informations qui ont pu être collectées sur la première partie de vie de l'ouvrage. En tout cas, c'est notre point de vue, c'est notre approche. Voilà. Après, j'en viens plus au cœur de l'exposé aujourd'hui et pour ça, je vais reprendre un slogan d'Ansys que je trouve très pertinent, la notion de pervasive simulation, et puis avec la petite explication qui est derrière, hein, et donc notamment dans 10 ans, l'ingénierie de la simulation sera plus une étape spécifique dans un design dans un process de design, pardon, mais ça deviendra le process en lui-même. Alors, le process en lui-même, je ne sais pas, c'est peut-être beaucoup dire. En tout cas, je pense que ce sera partout dans le process. Et si on accepte cette idée-là, si on pense cela, bah, ça change un petit peu la façon de voir les choses sur la simulation et ça renforce l'intérêt d'automatiser un certain nombre de tâches, déjà parce qu'elles sont répétitives, fastidieuses et donc source d'erreurs, même quand elles sont faites par un ingénieur expert. Et puis, mettre un ingénieur expert à faire de façon répétée des tâches de clic de façon presque automatique, c'est finalement un travail à faible valeur ajoutée et pas très passionnant pour lui. Mais aussi les automatiser pour pouvoir les confier et les faire réaliser, on va dire, par des équipes qui sont moins expertes pour que la simulation puisse être faite le plus tôt possible dans le process et le plus régulièrement possible. Voilà, ça va amener aussi le besoin de créer des liens plus simples, à nouveau plus automatisés, entre différents outils, différents logiciels, par exemple pour amener plus facilement la simulation dans le monde de la CAO, et pas toujours l'inverse.
Et puis, ça va amener aussi à avoir besoin d'avoir des interfaces ergonomiques, à nouveau, pour qu'elles puissent être utilisées par des personnes pas toujours expertes, qui font pas toujours ça à longueur de journée. Des interfaces ergonomiques, pardon, d'usage métier des outils de simulation, puisque les outils de simulation, les plateformes, je devrais dire, de simulation, plutôt comme ANSYS, sont de plus en plus complètes, de plus en plus riches. C'est une vraie force, ça permet de faire beaucoup de choses dans la même plateforme, mais aussi ça peut devenir un frein, parce que plus elle est large et plus elle est complète, et plus si on la met comme ça dans les mains de n'importe qui, elle va faire peur. Et les usages peuvent être un peu, entre guillemets, dangereux, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, d'où l'importance, je pense, pour des équipes d'ingénierie support, de s'approprier ces plateformes, de bien les maîtriser et d'être capable ensuite d'en tirer des outils métiers qui vont s'appuyer sur la plateforme et qui vont venir proposer le juste nécessaire de façon ergonomique à des utilisateurs de façon plus large. Voilà, donc c'est un petit peu ces différents aspects-là que je vais illustrer dans la suite de la présentation. Et c'est ce que nous, à Fimeca, on met derrière la notion d'avoir des outils sur mesure à la portée de tous. Alors le à la portée de tous, il est dans la notion d'ergonomie dont j'ai parlé déjà avant, et il est aussi dans la notion d'économie, dans le sens où il y a déjà beaucoup de choses qui existent en standard, et donc faire une customisation aujourd'hui, faire une automatisation, ce n'est pas quelque chose qui coûte très cher, et donc c'est pas quelque chose qu'il faut s'interdire de faire. Mais je reviendrai un petit peu après sur les efforts que ça représente. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de customisation d'outils de calcul. Mais dans le monde ANSYS, on parle aussi d'add-ons sur étagère, puisque ANSYS propose un portail, un peu comme l'Apple Store, qui est l'ANSYS Application Store, sur lequel on peut proposer des extensions. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour le monde de la simulation numérique et du calcul. Et pour nous, à Fimeca, c'est quelque chose qu'on fait également, plutôt sous l'angle fiabilité, robustesse, analyse de données, avec des outils qui sont cités là. Voilà. Alors, je parlais de la plateforme ANSYS. Je ne sais pas si tout le monde ici autour de la table virtuelle la connaît. C'est pour ça que je redonne le lien ici. Je pense que c'est assez unique dans le monde de la simulation, le fait pour un éditeur de proposer une plateforme où les uns et les autres pouvons venir proposer des extensions gratuites ou payantes qui peuvent être utilisées par tout un chacun ensuite. Voilà. Donc, je pense que ça mérite d'être connu. Il y a énormément d'extensions dessus. Alors, bien sûr, sur le screenshot que j'ai fait, on n'en voit que 4, dont Flatness Defect que je présenterai un peu plus en détail juste après, puisque ça a été développé par Fimeca. Et voilà, c'est une façon assez simple d'enrichir l'outil de simulation. Alors, un peu plus en détail, l'application, le Customization Toolkit, l'ANSYS Application Customization Toolkit, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un ensemble d'outils qui permet d'étendre les fonctionnalités d'ANSYS dans son environnement Workbench. Pour ça, on s'appuie sur deux langages. Le XML d'une part, qui va permettre de définir l'extension et de modifier l'interface graphique, et puis du Python, du Iron Python pour être plus précis, pour la partie algorithme. Alors, ça peut faire peur avec ces mots-là quand on est ingénieur méca. C'est pour ça qu'il y a les deux petits exemples à côté. Et vous voyez qu'en quelques lignes, donc sur l'image en haut à droite, en quelques lignes, on vient ici en XML définir, je dirais rajouter plutôt un type de résultat à Workbench qui est le résultat Evaluate. Voilà. Et ce nouveau résultat-là qui va venir s'ajouter dans la fenêtre Workbench, il fait appel à une fonction, la fonction Evaluate, qui est définie juste en dessous. Alors, ça peut paraître un peu ésotérique, mais c'est pareil. On voit qu'en quelques lignes, on définit une nouvelle fonction qui va ici tout simplement venir multiplier un déplacement par une valeur qui a été fixée. Voilà, donc c'est juste pour donner un exemple et pour montrer que l'architecture de ce qu'il y a à faire est finalement assez simple. Voilà. Alors, pour rester sur un exemple qui reste relativement simple, l'outil Flatness Defect dont je parlais tout à l'heure, hein, donc qui est téléchargeable directement sur la plateforme ANSYS, c'est un exemple d'application qui permet tout simplement de calculer le défaut de planéité d'une surface initialement plane lorsqu'elle est soumise à un chargement. Voilà. Donc, on a une surface initialement plane, il y a un chargement mécanique sur la structure, et on va regarder et évaluer précisément son défaut de planéité. Et puis ensuite, on pourra le comparer à une tolérance de planéité pour des questions fonctionnelles. Voilà. Alors cet exemple-là, pour que vous puissiez vous faire une idée,
ça représente 250 lignes de code Python et simplement 40 lignes d'XML. Voilà. Donc, on n'est pas sur des développements informatiques hyper conséquents et on parle bien de choses qui sont tout à fait atteignables, sachant que derrière, on a un gain de temps important par rapport à si on devait, c'était ce qu'on faisait sur cet exemple-là, on est parti d'un besoin qu'on a eu réellement à Fimeca sur des études, hein, où donc par défaut, on venait exporter des résultats, les traiter en Python à côté, et puis ensuite avoir simplement un indicateur de résultats qu'on pouvait mettre dans un rapport. Voilà. Donc le travail pour l'automatiser est vraiment minime par rapport au travail de base pour faire le calcul. Deuxième exemple, cette fois-ci pour un client que je ne peux pas citer pour des raisons confidentielles, où là on est vraiment dans la problématique d'automatisation de process pour pouvoir permettre de déployer des calculs quand on est en phase conception, donc avec des techniciens plutôt, en tout cas un bureau d'études conception, voilà, qui va avoir un fichier Excel qui contient la définition de chargement sur son étude. Alors, un point que j'ai oublié de mentionner, mais qui est important, c'est que quand on parle de besoins industriels, en fait, un industriel, il va concevoir toujours le même type de produit. Hein, d'accord? Soit c'est un industriel de l'horlogerie, il va toujours concevoir des montres. Puisqu'on est nous à Clermont, Michelin, il va concevoir des pneus, etc. Donc un industriel, il conçoit un peu toujours le même type de produit, qui ont toujours le même type de géométrie et le même type de chargement. Donc ça permet plus facilement d'automatiser les choses et de les industrialiser, comme je dis. Et donc là, en l'occurrence, on va pouvoir définir dans un fichier Excel les différents chargements de façon un petit peu paramétrique. Et puis, on va récupérer un fichier de géométrie qui est issu d'un logiciel de CAO. Voilà, donc ces deux fichiers-là, en fait, ils vont servir d'entrée à une interface qui est découplée d'ANSYS, mais qui va venir appeler ANSYS en fait pour faire un pré-traitement sur la géométrie, lancer une étude dans ANSYS, générer des post-traitements, et puis fournir à la fin un fichier au format AVZ, donc qui est le format viewer d'ANSYS, et donc un ensemble de fichiers de résultats ANSYS qui sont directement exploitables. Voilà. Donc ça, c'est une façon assez simple pour une étude un peu prédéfinie, sur un type de géométrie défini, avec un type de chargement défini, d'éviter en fait l'étape qui est toujours fastidieuse du bureau d'études conception qui renvoie tous ces fichiers CAO au bureau d'études calcul, qui va faire des calculs, et puis qui, avant même qu'il ait obtenu les résultats de calcul, reçoit un nouveau jeu de fichiers CAO en lui disant finalement on a changé un peu la conception, il faudrait que tu repasses les calculs. Ça crée toujours des frustrations et c'est pas très efficace. Là, ça permet de transporter, on va dire, une partie du savoir de l'équipe calcul pour qu'elle soit intégrée directement de façon plus efficace au process conception. Un autre exemple, cette fois dans le monde de l'horlogerie, et cette fois on reste bien dans l'équipe experte ingénierie calcul, mais toujours la même chose, on a régulièrement le même type de pièces à calculer, et donc en l'occurrence des pièces qui ont une géométrie de révolution. Et donc, on passe un certain temps systématiquement à découper la géométrie pour réaliser ensuite une étude en ayant pris en compte cette symétrie. Ben voilà, ça, c'est des tâches qui peuvent s'automatiser pour rendre à l'ingénieur calcul du temps pour se poser des questions sur le calcul qu'il fait et pas faire des clics de découpage de sa géométrie et de construction de son modèle. Alors, j'en arrive à une application un peu plus conséquente, à nouveau développée, je dirais, sur étagère par Fimeca en partenariat avec Stabilis, qui est une société spécialisée dans le calcul de génie civil, et puis également avec le soutien, le partenariat d'ANSYS, qui est l'outil Reinforcement Design, donc calcul de renforcement de béton armé, disponible sur la plateforme, je viens de le dire. Voilà, elle va s'intéresser à des structures qui sont modélisées en coque ou en plaque. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est définir de façon semi-automatique, je vous montrerai juste après comment, des combinaisons de chargement. Quand on fait des calculs de génie civil, que ce soit aux Eurocode ou à d'autres codes de règlement, on sait qu'on a toujours une flopée de combinaisons de chargement à calculer. Et les rentrer à la main dans un outil comme ANSYS, c'est relativement fastidieux. Voilà, donc là, on a permis d'automatiser un certain nombre de choses. Ça va combiner toutes les forces internes de ces différents chargements et à partir de ces différents résultats, calculer de façon automatique la quantité de ferraillage qui est nécessaire pour répondre à tous ces chargements correctement. Voilà, donc elle est disponible pour les versions, alors on n'est pas encore sur la version 20, mais sur les 19, 19.1 et 19.2.
Un peu plus en détail, voilà, on voit l'intégration donc à Mechanical dans l'environnement Workbench. Donc, vous voyez apparaître ici la fenêtre Reinforcement Design, hein, comme vous verriez apparaître une fenêtre de calcul statique ou d'autres types de fenêtres. Et puis, à droite, l'image de la toolbox avec tout son menu qui s'ajoute donc à Mechanical. D'accord? Donc, on va voir la partie combinaison de chargement, les groupes, et puis ensuite, on va voir la partie solution avec les différents types de renforcement. Mais on va illustrer ça juste après. Donc, la définition des combinaisons de cartes de chargement, le principe, c'est grâce à l'interface graphique qui a été définie, là, qui a été rajoutée dans Ansys Workbench, vous pouvez de façon très simple venir faire des combinaisons. Alors, classiquement, un 35G plus un 5Q, hein, comme c'est fait dans l'Eurocode, hein, les charges permanentes et puis les charges exceptionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous avez défini un groupe de charges G ou un groupe de charges QL, et ben, il va venir, ou QW, automatiquement, l'outil va venir créer toutes les combinaisons possibles avec ces groupes de charges. Donc, c'est ce qu'on voit illustré avec la liste de cas de charge à droite. En fait, hein, ces 15 cas de chargement sont générés automatiquement, simplement en ayant écrit la formule 1,35G plus 1,5QL plus 0,9 QW. C'est l'outil qui va chercher tous les G, tout ce qui ont été définis comme des G, tout ce qui a été défini comme des QL et tout ce qui a été défini comme des QW pour faire toutes les combinaisons possibles. Voilà. Et une fois que ces combinaisons possibles sont générées, eh bien, il va venir calculer le taux de ferraillage nécessaire pour satisfaire toutes ces combinaisons-là. D'accord ? Et donc, vous voyez directement l'affichage. Comme vous verriez un affichage de contrainte, vous voyez ici un affichage de taux de ferraillage. Et vous pouvez regarder où est le maximum et vous rendre compte des taux de ferraillage, donc des surfaces d'armature à mettre par mètre carré directement dans votre pièce, dans votre structure. Voilà. Et j'en arrive à la fin de ma présentation. Je pense que je suis à peu près dans les temps et donc je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Merci à tous. Merci Thierry. Merci Thierry. Alors, effectivement, on a quelques questions. Je vais pouvoir te livrer. On va devoir faire une petite sélection. Alors, je prends la première. Tu as partiellement répondu, mais c'est une question sur le profil des utilisateurs. Faut-il être un bon développeur pour se lancer dans le développement tel l'application Reinforcement Design? Tu avais parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était lié à cette application de 250 lignes de Python, une quarantaine de lignes Non, alors XML. effectivement, C'est le plus, nombre c'est de plus lignes que complet j'ai là. donné tout à l'heure, c'était pour l'application un petit peu plus simple Ouais, euh, d'évaluation du défaut de planité. Là, on est sur un nombre de lignes plus conséquent. C'est une extension qui est voilà, un peu plus complexe et dans son contenu calculatoire et dans son interface graphique, là, pour pouvoir définir les chargements comme je l'ai montré tout à l'heure. Mais d'une façon plus générale, en fait, une façon simple de répondre à cette question, c'est que chez nous, à Fimeca, les gens qui font ces développements-là, à la base, ils n'ont pas une formation d'informaticien. C'est des gens, plutôt des ingénieurs méca avec une bonne connaissance et un goût pour les maths appliquées et l'informatique. Mais voilà, c'est plutôt des formations d'ingénieurs méca à la base. Et donc non, il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique. Il faut pas avoir peur de faire un peu de Python, un peu d'XML, comme je l'ai montré. Mais c'est plutôt ces profils-là. Voilà. Nous, ok. le retour d'expérience qu'on a sur des demandes de clients, c'est que souvent, ce qu'on propose, c'est le développement de l'extension à façon, plus un transfert qui permet ensuite au client de maintenir tout seul son extension sans trop de difficultés. Ok. Autre question, dans le deuxième exemple, comment l'interface hors ANSYS est-elle développée? Ouais, alors là, pour le coup, elle a été redéveloppée, c'est pour ça que c'est un peu plus complexe. Elle n'a pas été redéveloppée uniquement avec le XML qui est proposé de l'ACT, mais c'est bien une interface à proprement parler qui a été redéveloppée en C++ en l'occurrence. Ok. L'application Reinforcement Design va-t-elle évoluer? Je pense que c'est une question liée aux versions dont tu as parlé tout à l'heure, donc compatible jusqu'en 19.2, je crois. Oui, oui, Ouais, donc elle va évoluer absolument, elle va évoluer de deux façons, elle va évoluer sur le maintien vis-à-vis des différentes versions, ça c'est clair. Et puis également, elle est pensée comme étant une première brique. J'ai dit que ça couvrait pas tous les types de structures, hein, qu'on était sur les coques et plaques. L'idée, c'est bien sûr de couvrir les autres.
et puis également de faire des liens plus directs avec les codes de vérification. Là, on a facilité la définition des cas de chargement, mais on pourrait imaginer intégrer directement des liens avec la façon de les définir dans l'Eurocode, par exemple. Ok. Alors, une question qui était plus pour l'entrepreneur, du coup. Quel est le coût moyen et délai du développement d'une ACT, tel que Reinforcement Design? Ouais, ouais, ouais. Alors, à nouveau, Reinforcement Design, c'est un cas un peu à part, hein, parce qu'on est plus sur le développement d'un outil. Si je prends, alors à la vente, maintenant qu'il est développé, c'est affiché tout à l'heure, hein, on est sur 1800, je crois, de mémoire. Enfin, on peut remettre la slide. 1800 $, c'est ça? Ouais. Voilà, 1800 $. Mais c'est pas son coût de développement, Bien puisqu'évidemment, sûr. on fait le pari qu'elle sera achetée par plusieurs personnes. Si on revient plutôt sur des applications industrielles de développement d'ACT à façon, etc., alors c'est évidemment très dépendant de l'ACT, mais à 10 000 euros, on a quelque chose de déjà bien sur quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Et en termes de délai, on parle de quelques semaines, quelques mois au maximum, pareil pour avoir des choses. À nouveau, c'est ce que je disais un peu sur le cas de flatness defect, là, du défaut de planéité. En fait, bien souvent, la plus grande complexité et le plus gros temps de travail, il est dans l'algorithmie qui aurait pu être développé à part que dans le fait de faire l'automatisation et l'ACT, en fait. Donc, bien souvent, quand les industriels, ils ont déjà fait un travail de réflexion un petit peu, de calcul dans Python, ou même quand ils ont déjà mis sur le papier leur process, on va dire, et ce qu'ils ont l'habitude de faire de façon un peu systématique quand ils font leurs calculs, et ben, à vrai dire, ils ont déjà fait le plus gros du travail, hein. Il faut être honnête. Mhm. C'est pour ça que nous, on pousse vraiment pour ce type de choses, parce qu'en fait, c'est une plus-value énorme en ROI, on va dire, pour un industriel, par rapport au coût nominal d'ajouter ça, quoi. Ouais. Euh, une autre question, est-ce possible d'avoir une présentation plus détaillée de l'application Reinforcement Design? Alors oui, tout à fait, c'est possible et c'est même prévu. Mais d'ailleurs, Yvan, tu le sais aussi, puisque c'est prévu de le faire ensemble à l'automne. Donc j'ai pu, Exactement. Ouais, ouais. elle sera rediffusée bientôt par 4FM. Oui, C'est prévu à l'automne ensemble, ouais, tout à fait. ça fait partie des webinaires clients que j'ai mentionnés tout à l'heure, effectivement. Ouais. Alors, je pense que c'est une présentation plus détaillée, c'est peut-être aussi un support de présentation, pas simplement une vidéo Ah webinaire. ouais, tout à fait. Alors en termes de support de présentation, il y avait déjà eu, il y a quelques mois, même un peu plus d'un an maintenant, une présentation qui avait été faite. Donc on a les supports qu'on peut transmettre sans problème, il suffit de nous contacter. Et il doit même toujours y avoir sur le portail ANSYS, dans la section webinar construction, Mhm. l'enregistrement du webinar qui avait été fait à l'époque. D'accord. Une autre question, dernière, moi, c'est de mon côté. Sur les applications SCT, donc là on a vu typiquement des cas d'automatisation de cas de charge. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels Fimeca se penche, notamment l'intégration de solveurs tiers, qui est aussi une autre famille d'applications de la partie customisation, partie ACT, ou d'autres process d'automation, d'autres applications métiers? Est-ce que vous êtes en train de rechercher d'autres projets dans cette direction-là? Et si oui, lesquels? Alors, dans les choses, enfin, il y a toujours un peu deux volets, hein, la réponse sur ce type de questions par rapport à Fimeca. Il y a un peu ce qui est guidé chez nous par nos usages internes sur les différentes études qu'on fait pour des clients, etc. Et puis, ce qu'on peut être amené à faire un peu sur mesure à la demande d'un client, on va dire. Voilà. Donc, et dans les deux cas, il y a des choses en cours ou dans le pipe. Sur des choses, il y a des besoins internes. Nous, très clairement, il y a un sujet qui est un peu récurrent, c'est tout ce qui va être l'intégration à la simulation des méthodes de propagation d'incertitude, de calcul de fiabilité, etc., de façon générique et large. Et puis, de façon plus spécifique sur les sujets fatigue, par exemple, où il y a des choses qu'on regarde régulièrement et qu'on développe, où il y a, voilà, pour l'instant uniquement pour un usage interne à Fimeca, il y a un petit développement de calcul en fatigue. Et puis en fonction des clients, voilà, oui, oui, bien sûr, on regarde, enfin, on est régulièrement sollicité. Là, je ne les ai pas mis dans les exemples, mais on est régulièrement sollicité pour des intégrations de solveurs tiers, des couplages de façon, je dirais, un peu forte de différents codes de calcul, etc. Ouais. Ok, affaire à suivre donc.
au moins pour le premier volet. Absolument. Ok, ben on est en fin de session, donc les autres questions seront transmises donc à Thierry Alamas, qui pourra y répondre par la suite. Ben merci beaucoup Thierry pour cette présentation, pour la préparation. À bientôt. Et puis on va passer à la suite de notre programme.